À Addis Abeba, la diplomatie congolaise passe à l'offensive. En marge du 39e sommet de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a enchaîné des audiences de haut niveau avec plusieurs chefs d'État et le secrétaire général des Nations Unies, affirmant la voix de la République démocratique du Congo sur la scène africaine et mondiale. Giscard Koussema, Roger Diaye et champion d'Angui nous en disent plus. L'Assemblée générale de l'Union africaine a toujours été une occasion pour le chef d'État d'organiser des rencontres bilatérales. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Leurs échanges ont porté sur la consolidation des efforts de paix en République démocratique du Congo et la nécessité de passer des exhortations aux actes afin d'assurer le respect strict du droit international dans les cadres des engagements souscrits par les parties intéressées. Ils ont convenu de la nécessité de garantir l'opérationnalisation rapide de l'architecture du cessez-le-feu établie en marge du processus de Doha à travers un appui technique et crédible de la MONUSCO en application de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la série des rencontres bilatérales, le président Félix Tshisekedi a eu un autre entretien fructueux avec son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Les questions bilatérales et la sécurité à l'Est, notamment le soutien de l'Afrique du Sud au processus de paix, étaient au menu de leur entretien. Les deux chefs d'État ont évoqué le retrait progressif des militaires sud-africains de la MONUSCO. Au sujet des accords miniers, les deux chefs d'État s'accordent sur le fait que les pays africains ont intérêt d'avoir une position commune sur la question des minerais critiques et doivent investir dans le développement énergétique utile à l'exploration et à la transformation locale de ce minerai. Avec le président du Mozambique, Daniel Chapo, l'entretien a porté sur les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République de Mozambique, la situation sécuritaire dans leurs régions respectives, ainsi que les perspectives de coopération dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. Au début de la rencontre, le président de la République a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances et sa solidarité au président de Mozambique à la suite des récentes inondations ayant affecté son pays. Au sujet de la situation sécuritaire et régionale, les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux menaces sécuritaires et aux formes de criminalité économique liées aux conflits et sur l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques et régionaux pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par des tensions et des ingérences extérieures dénoncées par Kinshasa. Les deux parties ont manifesté leur intérêt pour le renforcement des relations bilatérales et la coordination des positions dans les enceintes régionales et internationales. Dans les coulisses d'Addis Abeba, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un autre entretien en tête-à-tête avec son homologue d'Angola et médiateur désigné de l'Union africaine. Les deux dirigeants ont fait le point sur les efforts en cours pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a remercié son homologue Joël Lourenço pour son implication dans la recherche d'une paix durable. Le médiateur angolais a noté avec satisfaction la réponse de Kinshasa sur sa demande d'un cessez-le-feu à partir du 18 février. Et la diplomatie congolaise se déploie sur tous les fronts pour renforcer ses positions et inscrire la République démocratique du Congo au cœur des enjeux mondiaux. Du 12 au 13 février à Munich, Munich a accueilli la conférence sur la sécurité où les chefs de l'État étaient représentés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, affirmant la présence active de la RDC sur la scène internationale. Les images, vous les aurez au cours de ce journal. Et justement, nous recevons sur ce plateau le porte-parole adjoint du président de la République. La République vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2006, spécialement ses articles 85, 129, 144, alinéa 5 et 145. Vu la loi numéro 25/056 du 22 décembre 2025 portant habilitation du gouvernement, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3. Vu tel que complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/0
015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er. Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 16 février 2026 la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 13 février 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 13 février 2026. Les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/006 du 13 février 2026 portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement ses articles 61, soit numéro 26/004 du 13 février 2026, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. const. 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/07 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus, ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 16 février 2026, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui les concerne
de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 13 février 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 13 février 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Merci beaucoup, M. Roger. Poursuivons ce journal. À Addis Abeba, au cœur du 39e sommet de l'Union africaine, l'Afrique des Grands Lacs se dessine comme un futur pôle de prospérité. Porté par l'initiative Accra Reset, le plaidoyer pour les investissements souverains résonne comme la vision du ministre Julien Paluku Kahongya, représentant de la République démocratique du Congo, rompre avec l'aide dépendante, stimuler le développement local et mettre fin à l'économie de guerre. Diane Balaka, Eric Kabamba. Au cœur du 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, une initiative retient toutes les attentions. Accra Reset, lancée l'année dernière par le président ghanéen John Dramani, elle ambitionne de rompre avec un modèle d'aide dépendante pour repositionner l'Afrique comme un acteur majeur de la coopération internationale, loin de l'aide dépendante vers des investissements souverains. Un vrai changement de paradigme. L'un des moments forts de ces sommets était l'intervention du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, représentant le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a plaidé pour transformer la région de Grands Lacs. Il a défendu l'idée d'en faire un pôle de prospérité avec des recommandations concrètes pour stopper l'économie des guerres. Nous avons essayé un peu de porter à la connaissance du monde et les conflits qui se passent à l'est de la RDC depuis 30 ans, les pillages des ressources dont se servent certains pays voisins, notamment le Rwanda, pour se construire un îlot de prospérité qui ne profite pas à l'ensemble de la région des Grands Lacs. Nous avons décliné des pistes de solutions pour sortir de cet engrenage depuis 30 ans. Notamment c'est la certification de nos minéraux, de permettre à ce que les acheteurs finaux puissent se rassurer que les minéraux qui leur parviennent ont respecté toute la chaîne de traçabilité. Autour de la table, des voix influentes ont soutenu cette vision dont le président ghanéen John Dramani, initiateur d'Accra Reset. Leur message commun, passer au pragmatisme et aux actions concrètes, il est temps de passer à la vitesse supérieure pour réaliser ces grands rêves africains. Revenons à Kinshasa. C'est précisément le logement des jeunes volontaires internes a été passé en revue par le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe. Sur place, il a donné des instructions fermes pour garantir un encadrement sérieux et efficace à ces nouvelles recrues afin de préparer la relève dans de bonnes conditions. Boubou Anan Mokonti. Cette descente en Tsélé a permis au ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, de s'imprégner de conditions dans lesquelles ces jeunes, autrefois instrumentalisés dans le conflit opposant les Teke et Yaka, sont internés sous la supervision des éléments de l'armée. Ces lieux historiques n'est pas le fruit du hasard. C'est notamment pour faciliter la tâche aux responsables de l'armée de procéder à un bon recrutement. Plusieurs autres services, dont l'équipe médicale a été mise en contribution pour une bonne organisation du travail. Conscient de ses attributions, bien spécifiées aux côtés du vice-premier ministre, ministre de la Défense et Sécurité, le ministre délégué a toutefois, devant les officiers de l'armée chargés pour le recrutement, a clairement exprimé son souci de vouloir accélérer le dit processus. Bien après avoir reçu toutes ces explications, le ministre délégué a tenu un discours rassurant vis-à-vis de ces jeunes. Tozi ba disposition pour la prise en charge na bino. Ba o ba komona ke baza ba désordonné et que bazo kokana musala soldate ba kozwa bango te tokani. Une prochaine descente du ministre délégué est prévue dans les jours qui suivent. Outre l'intégration dans l'armée, faut-il signaler qu'un programme de réinsertion sociale est également prévu dans l'entretemps. Le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, a réitéré sa détermination à poursuivre la mission de démobilisation et de désarmement des miliciens, conformément aux orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Suminwa.
Encore vive, ce dimanche 15 février 2026, le collectif des enfants des martyrs de l'indépendance du Congo a rendu hommage aux compagnons de Patrice Emery Lumumba assassiné à Bakwanga, un acte de mémoire mais aussi un plaidoyer. Les familles de martyrs sollicitent l'implication du Trésor public pour financer la construction d'une stèle en leur mémoire. Nicole Seseploka est bienvenue au Enegui. 65 ans après, le peuple congolais se souvient des martyrs de l'indépendance, notamment les compagnons de Patrice Emery Lumumba, lâchement assassinés le 15 février 1961 à Bakwanga. Il s'agit de Muzungu Christophe, Elengesa Pierre, Mbouyi Joseph, Nzuzi Emmanuel, Lumbala Jacques, Yangara Camille, Finan Jean-Pierre et Fataki Jacques. Le collectif des enfants des martyrs de l'indépendance du Congo, avec à sa tête l'ambassadeur Christophe Muzungu, salue la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'honorer leur mémoire par la construction d'une stèle. 65 ans après, ces martyrs sont plus que jamais vivants à travers leurs enfants que nous sommes ici présents et aussi à travers cette stèle dédiée à leur mémoire par la République. L'occasion est bien indiquée pour témoigner notre infinie gratitude à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir instruit le gouvernement afin que cette stèle soit érigée. Aussi, osons-nous espérer que les responsables des trésors publics ne manqueront pas cette fois-ci d'accélérer l'appurement des frais afin de permettre l'inauguration de cette œuvre à la date prévue, c'est-à-dire le 30 juin prochain. Les martyrs de Bakwanga auront bientôt un lieu où leur mémoire sera. À 1 et 2, l'Office des routes, sous la supervision de Jano Kikangalangoy, intensifie les travaux pour construire un grand collecteur et sécuriser durablement les populations et infrastructures avant qu'il ne soit trop tard. Gaëtan Magalano et Yvette Makuntima. La terre s'effondre, mais la riposte s'organise. À Elengesa 1 et 2, dans une zone profondément rongée par le ravin, les engins de chantier redessinent peu à peu le paysage. Ici, chaque saison de pluie grignote un peu plus le parcelle, fragilise les habitations et menace de familles entières. Face à l'urgence, l'office de route passe à l'action. Son directeur général, Jano Kikangalangoy, est venu personnellement inspecter l'avancement de travaux. Ce quartier, il y a quelques mois, déjà, lorsque cette situation est intervenue, nous avons essayé de faire quelque chose avec les moyens de bord en construisant les murs que vous voyez là-bas pour stopper la descente des eaux qui avait la tendance à aggraver la situation. Sur terrain, les équipes s'activent autour d'un chantier stratégique, la construction d'un collecteur géant de plus de 10 km dans le but de canaliser les eaux de ruissellement et stopper net l'avancée de l'érosion. Dès la semaine prochaine, nécessitait l'implication de l'autorité de la ville pour nous aider à dégager toutes ces personnes qui ont déjà occupé de manière anarchique cet espace parce que ça nous empêche de construire ces collecteurs. Sur place, un autre défi apparaît. Plusieurs parcelles s'y trouvent directement sur la trajectoire du futur collecteur. Une réalité qui pose la question de l'emprise et des ajustements nécessaires pour mener à bien ces projets vitaux. Entre urgence environnementale et impératifs techniques, Elengesa devient aujourd'hui le symbole d'une bataille contre l'érosion. À chaque pluie, le même scénario. Le tronçon avenue de la Libération, Soto Mandela, se transforme en zone inondée, conséquence directe du bouchage de caniveaux. Sous la supervision du ministère des Infrastructures et Travaux publics, l'Office de voirie et drainage a lancé une opération de curage afin de rétablir l'écoulement des eaux et soulager les usagers. Yvette Makuntima. L'eau est l'ennemi de la route. L'avenue de Libération, tronçon Maison Schengen et Académie des Beaux-Arts est souvent inondée à chaque pluie diluvienne. Cette situation est due au bouchage des caniveaux qui empêche le drainage de l'eau des ruissellements. Pour la protection de cette avenue, l'OVD provincial exécute les travaux de curage des caniveaux sur cette avenue. Cette action s'inscrit dans la mise en œuvre des instructions du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, données au directeur général de l'OVD, Victor Toumba-Chikela, qui à son tour a instruit les directeurs provinciaux de l'OVD de procéder non seulement au débouchage des caniveaux,
mais aussi des égouts. Question de faciliter le drainage d'eau. Le directeur technique de l'OVD provincial explicite les travaux de l'exécution par rapport au chronogramme. Nous avons pu ramener les eaux dans le bout, puisque le bouchon a occasionné le ruissellement des eaux sur la chaussée, ce qui a causé des dégradations. Nous sommes là pour déboucher le bout, chose qui est déjà faite. La suite sera le traitement de la chaussée. On verra comment colmater les sont là afin de venir avec une nouvelle couche l'arrosée. Alors les travaux prendront tout au plus 5 jours au maximum. Après les travaux, la chaussée endommagée par ces eaux de ruissellement sera réhabilitée. Parlons mine à présent, transformée sur place pour capter toute la richesse nationale à contre-courant de l'exportation brute. L'honorable Thierry Mulumba Pandengila mise sur la transformation locale des minéraux comme levier de souveraineté économique. Présenté à l'université de Lubumbashi, sa proposition de loi cadre ambitionne d'industrialiser le secteur minier et de maximiser la valeur ajoutée au bénéfice de l'économie congolaise. Regardez. Les échanges sur l'avenir de l'industrie minière en République démocratique du Congo se sont poursuivis ce vendredi 6 février 2026 à l'université de Lubumbashi, à l'initiative du député national Thierry Mulumba Pandengila, initiateur de la proposition de loi cadre sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales, déposée à l'Assemblée nationale le 29 octobre 2025. Ce qu'il faut retenir de cette loi, c'est qu'une loi qui comble un vide, une loi qui fournit un cadre moderne et stable, une loi qui garantit que les ressources minérales profitent au pays et une loi qui positionne la République démocratique du Congo au cœur de la transition énergétique. Devant les corps professoral et les étudiants de la CASAPA, l'élu a précisé que cette démarche s'inscrit dans une phase de consultation citoyenne, menée parallèlement à l'examen institutionnel du texte déjà transmis au gouvernement pour observation éventuelle. Il a souligné l'importance d'associer la population au débat afin d'enrichir la réflexion autour de cette réforme structurante. Il a invité les étudiants accompagnés par leurs enseignants, à se mobiliser autour du concours interuniversitaire lancé sur la proposition de loi avec une grande finale attendue à Kinshasa en avril 2026. La proposition vise à combler un vide juridique. Si les codes miniers encadrent l'extraction et la première transformation, ils demeurent silencieux. Sur des maillons essentiels, les textes se veulent ainsi complémentaires au code minier. Inscrite dans les contextes de la transition énergétique et numérique, l'initiative entend positionner la RDC face à la demande croissante en minerais critiques dans un environnement international marqué par une forte compétition. Pour l'honorable Thierry Mulumba, la classification des minerais stratégiques et leur transformation locale constitue un impératif pour la souveraineté économique du pays. Entre prestige national et diplomatie internationale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dicté le tempo de sa semaine du 10e anniversaire de l'École nationale de l'administration à Kinshasa à une visite stratégique à Luanda auprès de Jean Lorenzo. Le chef de l'État congolais renforce sa vision de l'excellence et du rayonnement de la République démocratique du Congo, la semaine du président avec Pierre Kibambi Somboïsa. À l'invitation du président de l'Angola, président des essais de l'Union africaine, Joao Lourenço, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué en début de semaine une visite de travail de quelques heures à Luanda. Sur place, la rencontre de deux chefs d'État s'est tenue avec la participation du président du Conseil des ministres du Togo, médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, Faure Gnassingbe, et de l'ancien chef de l'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo, membre du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur les processus de paix en RDC avec la nécessité du respect strict et vérifiable des engagements souscrits par toutes les parties dans le cadre de l'accord de Washington et l'initiative du dialogue national envisagée par le président de la République.
À Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix. Les échanges ont tourné autour du rôle de la MONUSCO dans l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu convenu dans le cadre de l'accord de Washington et du processus de Doha conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les 10 ans de l'École nationale d'administration ont été marqués par une cérémonie officielle couplée des sorties de la 9e promotion et d'entrée de la 10e promotion de l'ENA, cérémonie présidée au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours de circonstances, le vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a souligné les rôles stratégiques de cette école de formation des hauts fonctionnaires. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a remis symboliquement aux 100 lauréats de la 9e promotion baptisée Mamadou Ndala leur certificat de fin d'études avant de recevoir du vice-premier ministre Liaou un annuaire retraçant l'identité de 842 ERNAC et administrateurs civils recrutés sur concours, formés avec rigueur et intégrés au sein des administrations publiques. Yann Markari, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les diplomates américains s'est réjoui des échanges jugés très fructueux avec le chef de l'État, le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, l'engagement mutuel à favoriser le retour de la paix, la stabilité et l'autorité de l'État dans les zones occupées par l'armée rwandaise était au cœur de l'entretien. L'homme d'État américain s'est également félicité de la dernière visite officielle du président Félix Tshisekedi à Washington. Le vendredi soir, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie pour participer à la 39e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, placée sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Cette grande rencontre de haut niveau réunit les dirigeants africains autour des questions de paix et de sécurité, d'intégration économique et de développement durable. Cette semaine qui se termine à Goma, la chef par intérim de la MONUSCO était sur le terrain pour préparer le suivi et la vérification du cessez-le-feu. Pendant ce temps, la Régie des eaux explique la coloration brunâtre de l'eau par une purge des conduites et Daniel Bumba, le gouverneur, supervise la démolition de constructions anarchiques à Pakadjouma. Tous ces sujets et bien d'autres auront diffré la chronique cette semaine qui s'achève. Le résumé en 5 minutes avec Mami Kadima. La presse a été suffisamment alimentée par de faits d'actualité durant la semaine qui s'achève. Parmi ces faits, l'on note la démolition de certains sites anarchiques. Lundi, le gouverneur de la ville de Kinshasa a personnellement supervisé une vaste opération de démolition de constructions anarchiques érigées le long de la voie ferrée à Pakadjouma, un bidonville de la commune d'Elimete. Cette opération vise à rétablir l'ordre urbain, renforcer la sécurité et améliorer les conditions de salubrité dans cette zone stratégique de la capitale. Une autre démolition est intervenue dans la capitale, c'est celle du cimetière de Kintsuka dans la commune de Mongafula. Des vivants dérangent les morts dans leur lieu de repos. Ce cimetière est transformé en un quartier. Les écoles, les habitations et voire les églises sont construites sur les tombes visibles. Les autorités compétentes ont lancé l'opération de démolition de toutes ces constructions anarchiques. La population de Mongafula a connu la pénurie d'eau pendant 54 jours suite à l'érosion causée par des eaux de pluie qui ont mis à nu le tuyau de la Régie des eaux. Après les travaux, les ministres des infrastructures et les DG de l'OVD sont allés pour lancer officiellement ces rétablissements. C'est sur l'avenue 24 novembre, tronçon compris entre la maison Schengen et l'avenue de la Science. On se croirait après une pluie diluvienne. Ici, ce n'est pas le cas.
Ce sont des flaques d'eau qui stagnent dangereusement sur la chaussée. Un tuyau défectueux de la régie des eaux serait à la base de cette situation. Les usagers de la route lancent un appel pressant aux autorités urbaines pour agir urgemment avant que la situation ne dégénère. Situation similaire sur l'avenue Cocotier dans la commune de La Gombe. La route est menacée par les eaux déversées par un chantier en construction. Les habitants de ces coins appellent les autorités de l'OVD à se saisir de cette affaire. Dans l'entretemps, face aux nombreuses plaintes des usagers signalant une eau brunâtre dans plusieurs quartiers de Kinshasa, la régie de distribution d'eau, à travers un communiqué explicatif publié le mercredi, indique que les travaux de purge et de vidange de conduite seraient à la base de cette coloration inhabituelle. Par ailleurs, plusieurs quartiers étaient plongés dans le noir à travers la ville de Kinshasa. Des câbles moyenne tension ont été sectionnés au niveau du pont Kabi par des entreprises étrangères qui exécutent les travaux de la voirie et qui n'ont pas associé les services techniques de la SNEL. Le directeur de distribution de Kinshasa qualifie ces actes de destruction méchante. Parlons sécurité avec la descente de la chef AI de la MONUSCO à Goma, marquant une étape opérationnelle importante après une interruption prolongée de l'accessibilité à cette ville par l'aéroport depuis janvier. Elle a échangé avec les parties prenantes afin de faire avancer les dispositions pratiques liées au mécanisme de suivi des vérifications de cessez-le-feu. En justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux avaient échangé avec les agents et inspecteurs de la police judiciaire afin de les exhorter à bannir les mauvaises pratiques qui ternissent l'image de la justice. Même exercice à la Cour de cassation, l'honneur et l'image du magistrat ne doivent aucune manière faire l'objet d'un marchandage. Les procureurs généraux de Kinshasa et les chefs d'office des parquets ont été réunis pour une mise au point sur les abus constatés sur la détention préventive. Instituée par les Nations Unies, la Journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février. En 2026, le thème met en lumière la radio face à l'intelligence artificielle, un tournant technologique majeur, alors que le média radiophonique doit aussi composer avec une concurrence accrue portée par l'essor fulgurant des réseaux sociaux et la mutation des usages numériques. C'est un premier dossier signé Mireille Koubou. On réserve de l'explosion ce samedi soir au stade du 24 novembre. En effet, King Catch a programmé pour vous des combats vous couper le souffle. Kinshasa, c'est plus de 14 millions d'auditeurs selon une étude menée par Top Congo en 2025. La radio est née au 19e siècle avec l'avènement des ondes électromagnétiques et de la télégraphie et est devenue avec le temps les médias les plus suivis avec 46% d'audimat, dépassant ainsi les médias en ligne. Et je dirais que quant à moi, la radio demeure l'un des instruments les plus redoutables et demeure également l'un des instruments les plus puissants pour la consolidation du lien social. Donc la radio, retenez, est une voix, est une force. Et plus loin encore, la radio en RDC ne constitue pas seulement une présence, mais la radio en RDC ne constitue pas seulement également une voix, mais la radio en République démocratique du Congo et surtout que dans le monde représente une voix. Pourquoi je le dis? Parce que la radio est un moyen également de communication qui dépasse même les frontières, qui dépasse également même le voie géopolitique, géoéconomique et autres. Parmi les ondes qui arrosent la République démocratique du Congo, il y a la radio nationale congolaise qui va basculer en streaming en 2026. L'intelligence artificielle ne vient pas remplacer l'homme, mais vient compléter les compétences de l'homme. La possibilité de l'intelligence artificielle, c'est la rapidité. Je ne souligne pas la fiabilité, mais la rapidité. Réfléchit plus que l'homme dans une fraction de seconde. La radio face à l'intelligence artificielle, c'est le thème de la journée mondiale de la radio. La radio ne peut pas se comparer aux réseaux sociaux parce que tout ce qui se donne dans les réseaux sociaux reste non fiable, reste soumis à l'autorité, reste soumis à la véracité de ce qui sera dit à la radio parce que ça comme sous-bassement officialiser l'information
ça fait taire tout le monde. Là où il y a des doutes, on est rassuré de ce qui s'est dit à la radio et nous savons que c'est officiel et c'est une information fiable aussi. Voilà. La radio à l'ère du numérique permet à la radio nationale de diffuser les informations en temps réel. Oui, c'est vraiment très intéressant, d'autant plus que le monde est en pleine révolution numérique, comme on l'a dit. La radio ne peut pas rester en reste, d'autant plus que la technologie évolue. La radio doit aussi s'adapter à cette nouvelle technologie et particulièrement à tout ce qui est fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est dans ce sens que la radio doit aussi travailler en fonction de ce qui est technologie numérique pour avoir des bases de données, pour avoir de l'information en temps réel. Mais la radio doit s'adapter réellement à la vitesse de l'Internet, c'est-à-dire être à la page, avoir des informations réelles, savoir réagir à des fausses informations. Il n'y a pas de radio sans audience. Leur vœu est de voir ces médias être au pas de l'actualité face à la désinformation qu'engendrent les réseaux sociaux. À Kinshasa, prendre le transport en commun est devenu un véritable casse-tête. Tarifs instables, montants imposés à la volée, usagers déboussolés, la population ne sait plus sur quel pied danser. Pourquoi la grille tarifaire ne respecte-t-elle pas le prix se fixe à la tête du client? Et cette question, quelle solution pour soulager les passagers? Décryptage dans ce grand reportage de Blandine Wavinga-Namboyo. À Kinshasa, les prix du transport en commun varient selon les circonstances et trop souvent selon l'humeur des chauffeurs. Et c'est malgré l'existence d'une grille tarifaire fixée conjointement par l'hôtel de ville de Kinshasa et les associations du secteur de transport. Chauffeurs et chargeurs tentent de justifier ce non-respect des tarifs officiels. Aucun chargeur n'augmente les prix des transports. Ce sont les chauffeurs qui donnent les prix par rapport aux heures de pointe où il y a des embouteillages. Nous avons des difficultés pour amener les clients. Au-delà des plaintes, les Kinoises et Kinoises, victimes de ces surcoûts, en appellent à l'arbitrage des autorités urbaines. Nous souffrons à cause du transport. Le prix augmente selon les heures ou encore quand il pleut. Le gouvernement doit prendre sa part de responsabilité pour que les mesures sévères et strictes. Ils doivent mettre des agents de l'ordre sur le terrain pour des sanctions sévères. Face à cette anarchie, le ministre provincial des Transports, Jésus Noël Chéké, s'est saisi du dossier. Nous avions donné mandat à tous les 3000 agents déployés sur terrain pour pouvoir faire respecter scrupuleusement la grille tarifaire. Et tout contrevenant, tout conducteur, tout exploitant du secteur des transports en commun qui ne respecte pas la grille tarifaire verra son véhicule immobilisé et mis en fourrière avec des amendes allant jusqu'à 2 800 000 francs congolais tel que ça a été fixé. À l'instar d'un cadre de concertation permanent entre la ville de Kinshasa et les associations du secteur du transport, des solutions durables sont envisagées afin de garantir la mobilité de la population à un coût abordable. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, et exactement au premier semestre de cette année, la ville de Kinshasa va lancer la régie urbaine des transports et des mobilités de la ville de Kinshasa, Kin Mobilité. Et cette société va desservir plus ou moins 54 lignes à travers la ville de Kinshasa à prix unique, conformément bien entendu à la grille tarifaire, et ce pour non seulement améliorer la qualité dans les déplacements pour garantir également le confort, mais également pour la sécurité de nos concitoyens. Cette nouvelle société permettra d'augmenter l'offre en matière de transport. Donc cela permettra avec un charroi important en premier lot qui va être constitué de plus de 500 bus de type A. Il y aura un deuxième lot de plus de 300 bus de type B et on aura
Pour un premier temps encore, un lot de 200 bus de type C, des bus électriques avec une grande capacité de transport pour les biens de nos concitoyens. Reste à voir si ces mesures annoncées suffiront à mettre fin à la loi du plus fort dans le transport urbain et à rendre enfin aux Kinois ses droits élémentaires de se déplacer dignement. Restons dans la capitale où chaque heure passée dans les embouteillages coûte cher en temps, en énergie et en stress. Face à ce chaos quotidien, le transport fluvial et ferroviaire s'impose comme une bouffée d'air frais. Des solutions durables pour désengorger la capitale et ouvrir la voie à une mobilité moderne et efficace. L'Office national de transport s'est dit prêt à concrétiser cette alternative. C'est un dossier de Toto Songo. Le transport urbain est un véritable casse-tête à Kinshasa et dans les principales villes du pays. Pour pallier à cette situation, l'Office national des transports, l'ONATRA, entend se présenter en alternative, notamment avec la voie ferrée. La récupération progressive de son patrimoine longtemps spolié, comme ici à Pakadouma, l'Office par les canaux du président du conseil d'administration, Mananga Ngoma Mathieu, remercie les autorités pour la récupération de son espace. Nous remercions d'abord le gouvernement, les chefs de l'État, parce qu'il a une vision pour que nous puissions récupérer tout ce qui a été spolié. Ça commence déjà, vous avez vu comment on a détruit le Paradjouma. Donc ceux qui ont spolié doivent prendre leurs dispositions pour aller ailleurs. Parce que nous, le gouvernement nous a demandé de reprendre les trafics. L'ONATRA s'engage dans le processus de réhabilitation de ces infrastructures. La troisième ligne, qui n'existe plus malheureusement maintenant, qui partait de Kin Est jusqu'à Kinsuka, en passant par Kintambo. Malheureusement, lorsqu'on a fait les travaux des routes, on a dû enlever les rails pour terminer les routes. Mais nous pensons qu'il est utile que cette voie également soit remise en service. Maintenant qu'on est en train de travailler sur la voie de l'aéro, là nous prenons des dispositions pour ériger des murs de part et d'autre pour que les gens ne puissent plus, disons, l'emprise du rail. Pour désengorger la ville, l'ONATRA s'appuie sur ces différents axes. En ce qui concerne le transport, nous avons aujourd'hui, nous faisons le transport pareil, nous faisons également le transport par le fleuve, nous avons la priorité dans la mobilité des personnes à Kinshasa. Tu sais qu'il y a des gens qui habitent à Kassangoul mais qui travaillent à Kinshasa. Hein? Donc ils prennent le train urbain. Ce train-là prend un monde assez conséquent. Hein? Avec l'appui du gouvernement, l'ONATRA ambitionne de redevenir la colonne vertébrale du pays avec ses différentes voies. Tout à fait autre chose à présent. En République démocratique du Congo, former les filles aux sciences n'est plus un simple défi. C'est un levier de développement. À l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles des sciences, l'université a placé la jeunesse féminine au centre de ses initiatives, rappelant que chaque étudiante inspirée aujourd'hui peut devenir demain un moteur de progrès pour tout le pays. Un grand format de Diane Balaga. Au cours des 5 dernières années, en République démocratique du Congo, l'intérêt des femmes et des filles pour les filières scientifiques s'est accru. Pourtant, leur présence reste encore limitée. À l'université de Kinshasa, le chemin a longtemps été difficile pour les femmes. Entre 1976 et 2018, en 42 ans, moins de 5 d'entre elles ont accédé au grade de professeur à la faculté des sciences et technologies. Aujourd'hui, l'établissement compte une vingtaine de femmes professeurs, signe d'une avancée notable. Au tout début, je demande de mes parents, mais quand je suis arrivée en biologie, j'ai aimé. J'ai réalisé que la biologie, c'était une science qui répondait à beaucoup de questions de la société. La participation des filles progresse, mais reste faible face à celle des garçons. Elle représente 23,4% des effectifs en sciences, technologies
ingénierie et mathématiques, avec un taux de réussite remarquable de plus de 94% en mathématiques physiques. La répartition demeure inégale, près de 49% en biologie chimique contre seulement 23% en mathématiques physiques. Face à ces avancées, les stéréotypes et les mises en garde de l'entourage continuent de constituer des obstacles. La détermination et la motivation demeurent les armes majeures de ces femmes et filles pour atteindre leur objectif. Kembo Kamba, élève de l'école Saint-Damien à Brikine, et bien d'autres encore, en sont des modèles inspirants. Depuis plus jeune, j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était avion, aérien, et ça colle très bien avec la scientifique. J'avais plus peur de la mathématique, mais voilà, une fois que j'ai commencé à travailler sur ça, et c'est facile. Nous ne sommes pas nombreux en sciences. On a toujours des préjugés, des stéréotypes. Alors, je voulais marquer une différence. Voilà, je me suis retrouvée dans les sciences. Pour la professeure Odette Kabena, docteur en microbiologie spécialisée en santé de la reproduction, il est essentiel d'encourager les jeunes filles à choisir ces filières encore perçues comme masculines. Et je voudrais vraiment qu'au moment où ces enfants-là vont présenter leur examen d'État et qu'elles vont avoir les publications de leurs résultats, qu'elles sachent qu'il y a une faculté qui forme en sciences et technologies. Avec cette progression encore timide, les Congolaises engagées dans les filières scientifiques contribuent à impulser une dynamique nouvelle. Elles ouvrent la voie à une génération prête à briser les barrières et à faire des sciences un véritable levier de développement. Poursuivons ce journal. À l'INPP, la formation de la jeunesse demeure le cheval de bataille du directeur général Stanislas Chimanga. L'organisation à Kananga d'un atelier sur la valorisation des métiers verts va permettre à une centaine de jeunes d'être formés dans l'objectif de vulgariser l'agriculture. Jojo Nziboukaboulou. Vers une agriculture durable et écologique, le gouvernement provincial du Kasaï central et l'Institut national de préparation professionnelle ont décidé d'unir leurs efforts pour former une première cohorte de 100 jeunes dans le but de favoriser leur insertion professionnelle à travers les métiers verts. Cette initiative a été au centre d'une rencontre tenue à Kananga, réunissant les autorités provinciales, les professionnels du secteur agricole de Kananga et une délégation de l'INPP Maluku, Kinshasa, Limete, Kikwit, Mbujimai, Mbandaka, Kananga pendant 12 jours, du 13 au 24 février. Un atelier permettra d'élaborer les référentiels métiers afin de doter la jeunesse locale des compétences répondant aux exigences d'une agriculture moderne, durable et respectueuse de l'environnement. Nous faisons face à un double défi paradoxal. Nous disposons de terres arabes, d'une immensité incommensurable et pourtant nous souffrons d'insuffisance alimentaire. Le directeur provincial de l'INPP a salué l'engagement des partenaires. Notre pays a marqué l'histoire en présentant son répertoire des métiers verts, une première sur le continent africain. L'INPP en tant qu'institution de l'État, nous avons reçu les instructions de notre directeur général pour pouvoir implémenter ou matérialiser la mise en œuvre de ce plan de développement des emplois vers l'horizon 2030. La clôture de cet atelier est prévue à l'université de Kananga autour du thème « L'agriculture et le développement du Kasaï central ». Et pour soutenir sa politique de développement, l'autorité provinciale de Kinshasa mise sur la contribution fiscale de ses administrés, notamment pour l'impôt foncier et le revenu locatif. Sur initiative du député provincial Steve Mulumba Kongolo, les habitants de la commune de Limba, district de Moamba, ont été sensibilisés avec l'appui de la Direction générale des recettes de Kinshasa des Jarka sur l'importance du paiement des impôts et la gestion des conflits entre locataires et bailleurs. Rodépanda. Paiement des impôts et respect des obligations liées aux baux à loyer, ce sujet était au cœur d'une conférence débat organisée dans le district de Moamba, commune de Lemba à Kinshasa sur initiative de l'honorable Steve Mulumba Kongolo, député provincial de Kinshasa, élu de Lemba, en collaboration avec la Ligue de gestion des relations entre locataires bailleurs à RDC à travers la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK. C'est une rencontre qui s'inscrit
dans le cadre d'une tournée annuelle de sensibilisation sur la culture fiscale et la régulation des rapports entre bailleurs, locataires et courtiers immobiliers. L'objectif est d'étudier comment faire respecter le droit et obligations de chaque partie dans les contrats de bail. Le directeur général de la DGRK a présenté la nouvelle formule de paiement des impôts dans la capitale, tout en répondant aux préoccupations des participants. Il a rappelé que la mobilisation des recettes publiques repose sur la responsabilité de chaque citoyen. De son côté, l'honorable Steve Mulumba Kongolo a souligné que la défense des droits sociaux des Kinois demeure une priorité législative, tout en insistant sur le fait que le paiement des impôts constitue un devoir civique essentiel au développement de la ville. C'était une occasion de sensibiliser la population en rapport avec la culture fiscale, mais aussi arriver à échanger sur ces différents taux que la DGRK impose sur les revenus locatifs et sur l'impôt foncier. Et c'est pour cela que nous avons mis face à la DGRK les chefs du quartier et à l'effort de la ville. L'impôt foncier, c'est un impôt de proximité. Il a comme soubassement la propriété, donc la CIGETI. Les organisateurs espèrent, à travers cette initiative, renforcer la culture de promouvoir les relations plus équilibrées entre bailleurs et locataires à Kinshasa. Nous vous l'avions promis, la diplomatie congolaise se déploie sur tous les fronts pour renforcer ses positions et inscrire la République démocratique du Congo au cœur des enjeux mondiaux. Du 12 au 13 février, Munich a accueilli la conférence sur la sécurité où le chef de l'État a été représenté par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, affirmant la présence active de la RDC sur la scène internationale. Un reportage de Giscard Koussema. La conférence de Munich sur la sécurité organisée les 12 et 13 février dernier était un rendez-vous majeur de décideurs politiques, économiques et stratégiques mondiaux. À cette conférence organisée par la Fondation Hans Seidel, la voix de la République démocratique du Congo a été portée par la chef de sa diplomatie, Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Intervenant dans les panels sur le thème Partenariat stratégique pour les minerais critiques, nouvelles alliances pour un développement économique durable, la ministre d'État a plaidé pour l'émergence d'un nouveau modèle de partenariat autour de minerais critiques. Il a défendu la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vision sur la diversification des partenariats, la transformation locale de ressources, la construction de chaînes de valeur résilientes et le développement du capital humain. Eine Priorität für unsere Regierung eben nicht nur ein Rohstoffextrakt oder Exportpunkt zu sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo. Positionnant la République démocratique du Congo comme un pays solution au pluriel, la chef de la diplomatie congolaise a souligné que la sécurité énergétique mondiale et la stabilité des chaînes d'approvisionnement passent avant tout par des alliances fiables, durables et mutuellement bénéfiques. Au deuxième jour de cette conférence de Munich, dans le cadre du panel La puissance brute, la géopolitique de ressources, la ministre d'État des Affaires étrangères était aux côtés d'éminentes personnalités influentes du monde politique et économique. La ministre Thérèse Kayikwamba-Wagner a réaffirmé la nécessité de dépasser le paradigme extractif. Elle a plaidé pour un rééquilibrage de chaînes des valeurs fondées sur la transformation locale et le renforcement des compétences, conditions essentielles à des chaînes d'approvisionnement où sécurité énergétique et sécurité économique sont indissociables, telles que l'a toujours prôné le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En marge des travaux de Munich, la ministre d'État s'est entretenue avec M. Markus Ferber, président de la Fondation Hans Seidel. Les échanges ont porté sur l'engagement de la Fondation en matière de gouvernance, d'éducation civique, de prévention des conflits et de développement local, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux parties ont souligné l'impact de ces initiatives sur la qualification de la main-d'œuvre congolaise, créant un environnement propice aux investissements allemands et européens. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba a appelé au renforcement des programmes, à une meilleure coordination avec les institutions nationales et à une visibilité accrue des efforts en faveur de la stabilisation et d'une paix durable.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Congolo, dans le Tanganyika et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiesidienne Balaka sous la supervision de Jacques Kabwaba, coordonné par Bobette Ngali Samba, Simon Konkolongo et André Njeka l'ont réalisé. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlamata. Demain à 7h, Bobo Anan Mokondi. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir. Excellente soirée dominicale à toutes et à tous. Au revoir.